Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Les premières discussions État secteur privé sur l'application de l'année fiscale 2018 se sont tenues hier soir à l'immeuble Siam. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était face à une forte délégation du patronat ivoirien. Il s'est tenu une rencontre sur la sécurité routière hier vendredi au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. La rencontre a pour but d'élucider les causes des accidents de circulation en Côte d'Ivoire. Et puis 36 gendarmes maliens déployés dans le centre du pays ont été arrêtés cette semaine pour désertion et mis aux arrêts dans différents endroits de la capitale Bamako. L'un des gendarmes arrêtés a justifié la désertion par des promesses non tenues de la hiérarchie. Voilà, les premières discussions État-secteur privé sur l'application de l'année fiscale 2018 se sont tenues hier soir à l'immeuble Siam. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chargé du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était face à une forte délégation du patronat ivoirien. Cheikh Kone Aboubakar. Ce premier round des discussions entre le gouvernement et le secteur privé sur l'application de l'année fiscale 2018 a pour objectif de jeter les bases d'échanges francs entre les deux parties. C'est la poursuite d'un dialogue fécond que le gouvernement ivoirien a toujours eu avec le secteur privé de ce pays. Certaines préoccupations ont été évoquées sur l'année fiscale 2018. Je crois que c'est tout à fait normal qu'à partir du fait de certaines lois qui ont été prises sur le secteur privé, le sentiment qu'on peut faire les choses autrement ou mieux, c'est tout à fait normal que nous ayons une discussion pour approfondir un peu les choses et voir comment est-ce qu'ensemble, on peut aider à une meilleure création de richesses dans ces pays pour le bien-être des Ivoiriens. Pour le secteur privé, cette démarche de l'administration publique est salutaire. Nous nous réjouissons de cette rencontre-là, qui est la preuve de la qualité du partenariat qui existe en Côte d'Ivoire entre l'État et le secteur privé. Quand on est partenaire, c'est justement cela. On peut avoir des incompréhensions, on peut avoir des malentendus, mais quand on est partenaire, on se retrouve autour de la table pour discuter de ces incompréhensions, de ces malentendus. Donc, nous nous sommes retrouvés autour de la table. Ce sont des sujets techniques et nous allons travailler avec le gouvernement. Les deux parties ont convenu de se retrouver pour un second round la semaine prochaine pour approfondir les aspects techniques des discussions. Pour rappel, depuis le début de l'année, l'entrée en vigueur de l'année fiscale 2018 a cristallisé toutes les inquiétudes au niveau du secteur privé ivoirien. L'instauration de certaines taxes est jugée excessive. Le Trésor public ivoirien vient de faire former les journalistes des services économiques des différentes rédactions sur les moyens de financement du budget de l'État de Côte d'Ivoire. Objectif, leur permettre de mieux informer les populations. Francis Boifo. Sur l'ensemble des ressources mobilisées en interne en 2017 pour financer le budget de l'État, la part des banques représentait 98% et 2% pour les particuliers. Au regard du développement récent de l'actualité financière de notre pays avec l'agrobusiness, on s'est rendu compte que les particuliers ont suffisamment de ressources à investir, mais qui malheureusement l'investissent dans de mauvais canaux. À travers ce séminaire, nous voulons sensibiliser vous, les acteurs de la communication, à dire aux particuliers, l'État vous propose des canaux, des produits d'investissement réguliers dans lesquels vous pouvez investir. Les journalistes ont été instruits sur les instruments financiers émis par le Trésor public chaque année pour financer le budget de l'État. Il y a d'abord ce qu'on appelle les bons du Trésor. C'est des instruments que le Trésor émet pour avoir la liquidité, donc pour faire face à ses besoins ponctuels de trésorerie. Vous avez ce qu'on appelle les obligations de Trésor. Les ressources mobilisées sont affectées non plus à la gestion de trésorerie, mais au financement d'investissements. Le Trésor public émet également des obligations assimilables, synthétiques, des emprunts obligataires, des titres financiers selon les principes islamiques encore appelés soukouk et des eurobonds. Les eurobonds, c'est des obligations mais internationales. L'eurobond permet de mobiliser des fonds plus importants en un laps de temps court pour financer de grands programmes. Dans un souci de transparence et pour mieux faire connaître ses missions et attributions, les responsables du Trésor annoncent d'autres séances de formation à l'attention de la population.
Allez, autre sujet dans cette édition, le gouvernement ivoirien veut réaliser 188 km de voies dédiées aux moyens de transport routier de masse appelés BRT, Bus Rapid Transit, pour plus de mobilité dans le district d'Abidjan. La restitution des études commanditées en 2015 a eu lieu en présence de notre reporter, Cheikh Koné Aboubakar. Bus Rapid Transit, ou encore BRT, est un système moderne de transport en commun qui permet de se doter de voies réservées situées entre la chaussée et physiquement séparées du reste de la circulation. Le BRT, c'est les autobus, mais qui circulent sur des sites propres, c'est-à-dire sur des sites dédiés. C'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas à la circulation avec les autres véhicules. Donc l'objectif, c'est que le bus qui transporte en même temps près de 100 personnes puisse se déplacer à un site propre pour aller plus vite et éviter d'être bloqué dans la circulation. Selon l'étude réalisée, grâce au site propre du BRT, les usagers de la capitale économique auront désormais un bus rapide chaque 5 minutes. Un gain de temps qui permettra d'économiser 88 000 heures par jour et éviter à Abidjan l'émission de 30 000 tonnes de gaz à effet de serre. L'infrastructure à caractère social, économique et écologique va révolutionner le secteur des transports en commun en Côte d'Ivoire. C'est important aussi qu'on puisse aussi avoir un réseau d'infrastructures, mais un réseau qui permette au moins de pouvoir assurer cette mobilité. Il faut beaucoup de bus, mais si on est dans l'embouteillage, les bus ne peuvent pas, disons, assurer leur rôle. Avec le BRT, la Société des transports abidjanaise Sotra envisage une ligne composée d'une centaine de bus partant de la commune de Dabou à Cocody, en passant par Yopougon jusqu'à la commune d'Adjamé. Nous avons souhaité qu'il y ait des BRT en attendant la construction des lignes de métro comme prévu. Et c'est dans ce cadre-là que cette étude a été initiée et nous pensons que ça va améliorer la circulation des autobus à Abidjan. Financée par un fonds suédois, l'étude sur le BRT révèle que ce sont plus de 400 000 personnes par jour et 175 millions de personnes par an que cette infrastructure permettra de transporter dans la seule ville d'Abidjan. Alors maintenant, au deuxième grand titre de cette édition, il s'est tenu une rencontre sur la sécurité routière hier vendredi au ministère de la Sécurité et de l'Intérieur. La rencontre a pour but d'élucider les causes des accidents de circulation en Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré, Wilfried Herman Djivé. 1458 accidents qui ont fait 2888 blessés graves et 81 décès en 2 semaines. C'est le bilan des accidents de circulation en ce début d'année 2018. Selon les autorités de la sécurité nationale, la lutte contre l'insécurité routière est une des grandes priorités du gouvernement, d'où la tenue de cette rencontre qui a réuni les officiers supérieurs et les directeurs de cabinet de certains ministères. Selon le directeur général de la police nationale, les principales causes présumées de ces accidents sont multiples. Le jeune âge des chauffeurs, dont l'âge varie de nos jours, en majorité entre 15 et 20 ans, donc mineurs. La conduite sous l'effet des excitants, la drogue, l'alcool, caféine, la méconnaissance et le non-respect du code de la route, la délivrance avec complaisance des permis de conduire, la course effrénée vers les recettes journalières, la pression des propriétaires des véhicules relatifs aux recettes, la pression des syndicalistes, des chargeurs et chefs de gare, l'incivisme et l'incivilité des usagers de la route. Au niveau de la justice, des mesures seront également prises, selon le procureur adjoint de la République. À partir du moment où il est établi que le conducteur est fautif, n'a pas observé les règles de la circulation, alors la peine d'emprisonnement est de rigueur. Selon un communiqué du gouvernement, le président Alassane Ouattara a demandé que les ministères chargés des infrastructures et des transports prennent toutes les dispositions préventives pour réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation. Le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, se dit satisfait des efforts déployés par les fonctionnaires en 2017 pour améliorer les performances de l'administration ivoirienne pour 2018 et il demande plus de rigueur au niveau des recrutements et concours. Serge Colliard. À la tête du ministère de la fonction publique depuis juillet 2017, le général Issa Coulibaly s'est fixé comme mission de bâtir une administration publique moderne aussi performante que le secteur privé. 6 mois après, le ministre se félicite des efforts déployés dans ce sens.
Il cite, entre autres, la signature d'une trêve sociale qui permet de créer un cadre de travail propice, l'organisation de concours administratifs propres et crédibles en 2017, la dématérialisation des actes administratifs, la célérité dans le traitement des dossiers et surtout la réforme en cours du statut général de la fonction publique. Toutes les réformes entreprises seront mises effectivement en œuvre, surtout au niveau des recrutements à la fonction publique. Les postulants à un concours administratif ou au concours d'entrée à l'ENA auront tous une chance d'accès égal à la fonction publique. Par ailleurs, les dossiers de premier mandatement pour les nouveaux fonctionnaires et ceux concernant la retraite et la pension seront dorénavant traités avec célérité pour que, dans les délais raisonnables, les concernés puissent avoir leurs documents. Célérité, rigueur et professionnalisme, mais aussi respect de la hiérarchie sont quelques-unes des règles d'or à respecter en 2018, a indiqué le ministre. Le général Issa Coulibaly a enfin remercié les syndicats signataires de la trêve sociale pour le respect de leurs engagements. Serge Kolia, le président du PDCI RDA, Aimé Henri Konan Bédié, était hier vendredi dans la commune d'Atekoubé aux côtés de son épouse Henriette Konan Bédié. Il est allé s'assurer de l'état d'avancement des travaux du centre d'hémodialyse et de greffe rénale porté par la fondation Servi. Alexis Ouedraogo. Le président Henri Konan Bédié sur le chantier du centre médical international d'hémodialyse et de greffe rénale d'Abidjan. Entamé depuis novembre 2015, le taux de réalisation des travaux est à ce jour estimé à quelque 90% de réalisation. Bâti sur une superficie de 2 hectares, le projet est porté par l'ONG Servir de Henriette Konan Bédié. Le président y a donc fait un tour pour s'assurer que tout va pour le mieux. Je suis venu. J'ai vu la grande œuvre entreprise par Madame Bédié. Je suis venu, j'ai vu, je suis convaincu. Je félicite Madame Bédié pour cette grande entreprise. Je félicite tous les ouvriers du chantier, tous les travailleurs qui concourent à la réalisation de ce grand chantier. Je voudrais encore une fois féliciter les donateurs. Le coût de la construction a été revu à la hausse à 5,5 milliards en vue d'intégrer un service de médecine générale en complément de la prise en charge des malades. Le centre devrait par ailleurs disposer d'un plateau technique moderne à la dimension des pays du Nord et sera au service des populations du continent. Alexis Ouedraogo, que nous allons retrouver. La journée nationale de diabétologie, c'était jeudi. Cette journée vise à sensibiliser les personnes qui souffrent du diabète sur le comportement à tenir pour rester en bonne santé. Frédéric Oulaï, Alexis Ouedraogo. Traboué a 58 ans. Depuis 21 ans, il est malade du diabète. Ce matin, il a rendez-vous au centre anti-diabète de l'Institut national de santé publique pour sa consultation. Pour mieux vivre avec son diabète, il faut suivre le régime, prendre les médicaments et venir au rendez-vous. Par le passé, quand je n'avais pas mal aux pieds, chaque 3 jours, je faisais le sport. Comme Traboué, plusieurs malades du diabète ont du mal à faire face au coût du traitement. Les examens coûtent cher. Donc vraiment, c'est un peu compliqué pour un diabétique qui ne travaille pas de suivre correctement le régime. Nous souhaiterons qu'on nous donne soit les médicaments gratuitement, comme ils font avec les autres maladies dites incurables. Et puis nous voulons aussi que les examens soient un peu à notre niveau pour qu'on puisse faire nos examens correctement. Plus de 700 000 personnes sont atteintes du diabète en Côte d'Ivoire, selon les dernières statistiques du gouvernement. À cela s'ajoute le taux de prévalence élevé à un peu plus de 5%.
Devant ce tableau, l'amicale des endocrinologues diabète de Côte d'Ivoire et leurs partenaires ont décidé d'intensifier la lutte contre la maladie. À l'occasion de la Journée nationale de diabétologie, des rencontres scientifiques et échanges ont été initiés. Nous avons voulu réfléchir sur une problématique qui est l'accessibilité aux médicaments, donc les stratégies thérapeutiques pour prendre en charge ces patients, qui pour la plupart d'entre eux, autour de 80%, n'ont pas d'assurance maladie. Il y a de nouveaux médicaments qui sont mis sur le marché, mais qui sont coûteux pour nos populations. Il nous faut donc réfléchir en tant qu'experts nationaux comment proposer les médicaments à nos patients. Sur le thème « Diabète sous plusieurs facettes », plus de 1500 personnes ont été dépistées gratuitement. L'occasion de mettre un accent particulier sur la nécessité d'activité physique pour le bien-être des malades. Le sport d'abord, le régime et les médicaments en dernière position. Avant, je sentais des douleurs partout dans le corps. Depuis que j'ai commencé mon sport, je ne sens plus rien, mais maintenant, ça va. Selon les spécialistes, plusieurs centres de traitement et de prise en charge à travers le district d'Abidjan restent ouverts pour accueillir les malades, parmi eux l'Institut national de santé publique. Les 15 et 16 janvier dernier, journalistes et professionnels des médias se sont réunis à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, pour réfléchir sur la liberté d'information et la déontologie de la profession. Objectif, enrichir les tests d'autorégulation de la profession pour une presse libre, professionnelle et crédible. Connaît par Gassoro. Nouakchott, capitale de la Mauritanie. C'est ici que journalistes, professionnels et responsables de médias publics se sont retrouvés pour réfléchir sur la liberté de la presse et la déontologie de la profession. Objectif, enrichir les textes d'autorégulation de la profession pour une presse libre, professionnelle et crédible. Une initiative de l'Union des radiodiffusions islamiques IBU, basée à Jeddah au Royaume d'Arabie Saoudite, en collaboration avec l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO et le ministère mauritanien de relations avec le Parlement et la société civile. La démocratie pluraliste, facteur de développement pacifique, repose essentiellement sur l'information saine, constructive, citoyenne, pratiquée dans le cadre de liberté d'expression. Pour atteindre ces objectifs, il est alors utile de disposer de sources crédibles, de prendre soin de vérifier les faits avant leur diffusion pour éviter de tomber sur le sensationnel, afin de bien cerner les limites entre la liberté du commentaire et l'éthique qui le conditionne. Nous avons choisi ce thème sur la liberté et la déontologie de la presse. C'est pour voir l'exemple des pays qui se trouvent donc en Afrique de l'Ouest. Pour les participants, cet atelier régional vient à point nommé. On a beaucoup appris au cours des 2 jours. Ça a été des leçons, des échanges, de donner et de recevoir. Avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde se permet d'être journaliste. Donc aujourd'hui, si on organise ces séminaires, ça nous aide dans l'exercice de notre métier. En s'inspirant du cas de la Mauritanie et bien d'autres pays africains, nous savons qu'aujourd'hui, plus que jamais, la responsabilité du journaliste est interpellée en matière de traitement de l'information. Conférence débat, lecture des recommandations, remise d'attestations aux participants, visite de la radio nationale, de la télévision nationale et de la télédiffusion de la Mauritanie. Des temps forts qui ont également marqué cette rencontre régionale sur la liberté de la presse et la déontologie de la profession. Ici, en Côte d'Ivoire, le groupe scolaire Djeloukou dans la commune d'Atekoubé a désormais sa médiathèque. Elle porte le nom de la grande chancelière Henriette Dagris Diabaté. Cette médiathèque va initier les élèves des établissements publics aux technologies de l'information et de la communication. Ami Sissoko. À 7 ans déjà, la tablette numérique n'a pas de secret pour la petite Zakia et ses camarades. On nous apprend les 3 icônes, le Chrome, le menu, le paramètre. Et on nous apprend à lire. Ici, nous sommes dans la salle numérique du groupe scolaire Djeloukou dans la commune d'Atekoubé. Les apprenants sont des élèves du CEP2, cours préparatoire 2e année, une initiation à l'école numérique pour davantage faciliter l'apprentissage. Dans ces tablettes-là se trouvent tous les cours, que ce soit les cours de mathématiques, les cours de lecture, toutes les autres disciplines. Ça lui permet d'être au même niveau que même tous les enfants du monde qui aujourd'hui sont à l'école numérique.
Avant, ils suivaient, celui à droite, ils suivaient le maître, il y a certains qui étaient distraits. Mais là, on voit une grande marque d'attention. Ils se concentrent véritablement, voilà, à se voir en train de manipuler et trouver ce qui est dit, ce qu'on demande. L'accès au monde numérique par ces tout-petits a été possible grâce à l'ONG Fantati avec la collaboration de la Fondation Orange qui leur a offert cette médiathèque dont la remise officielle a été faite ce jeudi. La médiathèque est la concrétisation d'un rêve. L'objectif est d'en faire un grand centre de lecture et de culture. Un lieu d'apprentissage au numérique, non seulement pour tous les enfants de la commune, mais aussi pour les femmes, les jeunes et les vieux. C'est un bâtiment R+1 baptisé du nom de la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, qui comprend une bibliothèque, une salle informatique et un espace de lecture. Je sais trop ce que je dois à l'école. Pour ne pas avoir le cœur en joie de voir naître un nouveau lieu où nos chers enfants de toutes les écoles de cette commune pourront apprendre, cultiver, rêver et avancer vers leur destin. Il est à souhaiter que ce type d'initiative se multiplie à travers le pays. Ainsi, les Ivoiriens et toutes les autres populations de Côte d'Ivoire en bénéficieront sans exclusive. Bâtie sur une superficie de 600 mètres carrés, la médiathèque Henriette Dagri-Diabaté a coûté environ 30 millions de francs CFA. Elle s'inscrit dans le cadre du programme du ministère de l'Éducation nationale qui vise à doter les établissements publics de Côte d'Ivoire d'outils numériques. À ce jour, près de 40 établissements primaires ont été équipés. Le district autonome de Yamoussoukro lui offre plus de 1000 bons de prise en charge scolaire à hauteur de 60 millions de francs CFA aux élèves et étudiants des écoles privées de la dite localité issue de milieux défavorisés. Djeneba Ouattara, Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RTI Boaké. Le district autonome de Yamoussoukro soutient le gouvernement en faisant de l'éducation l'une de ses priorités. À cet effet, le district a offert 1040 bons de prise en charge scolaire aux élèves et étudiants des écoles privées du district. Des bons destinés aux apprenants issus du milieu défavorisé. Coût du don, 60 millions de francs CFA. Les prises en charge ont été remises officiellement aux bénéficiaires par le 3e vice-gouverneur représentant Dr Augustin Thiam. La culture permanente de l'excellence et la promotion de la qualité constituent les principaux facteurs de la réussite. Je vous exhorte par conséquent à redoubler d'efforts dans votre travail pour satisfaire les attentes de vos parents. L'action sociale est saluée par les responsables de l'éducation nationale, les parents d'élèves et les apprenants qui ont traduit leur gratitude aux bienfaiteurs pour leur engagement en faveur de l'éducation des enfants démunis. Ces bons de prise en charge viennent nous mettre à l'abri des retards dans le paiement de la scolarité. Soyez rassurés, chers papas, vous ne serez pas déçus. Nous vous disons encore merci. Depuis 2011, plus de 9000 prises en charge scolaires ont été distribuées pour un montant de plus de 500 millions de francs CFA. Outre les bons, le district autonome a offert cette année des mobiliers scolaires administratifs et des kits scolaires aux établissements de sa circonscription. Le conseil régional du Tonkoui a procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures de la région. La région du Tonkoui a objectif de faire face aux besoins en infrastructures au plan local. Walter Amadou Ouattara. Dans la région du Tonkoui, le conseil régional poursuit ses actions de développement. Parmi les localités bénéficiaires, le village de Blapleu. Ici, c'est un centre de santé qui est inauguré par le président du conseil régional du Tonkoui. Les villageois n'ont pas manqué de montrer leur gratitude aux donateurs, puis d'échanger avec la délégation sur d'autres projets en vue dans cette localité. Après Blapleu, cap est mis sur Montangouéné. Ici, les élèves ne feront plus de grandes distances grâce à une nouvelle école qui vient d'être bâtie dans leur village. À Flampleu, également, école et cantine neuves aux bénéficiaires. Dans ces localités, Mabri Touakeuse a exhorté les élèves et parents d'élèves à prendre soin de ces édifices scolaires. La jeunesse de Moalé
Elle n'est pas restée en marge du développement de la région du Tongpi. Elle vient de bénéficier aussi d'un foyer de jeunes. Lieu de cérémonie ou de distraction pour la jeunesse, pilier de développement de la région. Ces tournées prennent fin à Goïtouo, un village aujourd'hui connecté au réseau électrique national. Des actions qui visent à redonner fière allure à cette région. Restons avec Walter Amadou Ouattara qui nous dit que des jeunes filles de la commune de Tabou, dans la région de San Pedro, pour la plupart mères et responsables de famille, œuvrent pour se prendre en charge. Elles sont dans la restauration, la couture, la ferronnerie et le petit commerce. Ces activités rendent ces jeunes femmes autonomes financièrement. Il n'y a pas de sot métier, dit l'adage. Dans la région de San Pedro, précisément à Tabou, des jeunes filles mères et chefs de famille épousent pleinement le sens profond de ce dicton. Luttant contre les réalités de la vie, elles sont à la tâche au quotidien. Dans la restauration, la couture, la ferronnerie ou dans les petits commerces. J'ai eu des apprentis, il y a des filles qui sont au centre, qui viennent aussi en attendant que, comme elles n'ont pas encore fini, elles viennent pour apprendre un peu avec moi, en attendant qu'elles finissent. Par la grâce de Dieu, je gagne des clients et ça va bien. Tu ne veux rien faire, tu viens attendre l'homme, c'est pas normal. Toi, une femme doit se débrouiller pour se défendre. Une femme doit être indépendante d'elle-même, ne doit pas compter toujours sur un homme. Le petit peu que je gagne pour m'occuper de mes 4 enfants. Ça fait 8 ans que je suis là. Ma spécialité en couture, c'est la couture d'âme. Les autres mois, ça marche souvent, mais pas trop. Mais c'est les fêtes là que ça sort beaucoup parce que tout le monde veut coudre ses habits pour porter, pour fêter. Ça me permet de gagner honnêtement ma vie parce que avec ça, je loue ma maison, je me nourris, je m'habille, j'économise aussi. J'ai une petite fille de 3 ans, ça me permet de m'occuper d'elle. Cette activité me permet de louer ma maison. C'est vrai, mon papa est ici, mais quand même, je loue un local où je dors, je m'occupe de moi, je m'occupe aussi de ma jeune fille qui est là. Si chacune d'entre elles exerce avec abnégation son travail, ces femmes y sont arrivées de différentes manières. Maman, elle faisait maquis, donc moi aussi, j'ai pris les relais pour faire maquis aussi. Bon, moi j'avais une grande sœur qui fait la couture. Quand je la voyais coudre, ça me plaisait avec les modèles qu'elle créait. En tout cas, ça m'a plu. Je voulais faire comme elle. C'est pourquoi j'ai appris aussi auprès d'elle et aujourd'hui je suis assise là. Vraiment, je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Je veux pouvoir m'entreprendre moi-même. C'est pour ça que je mène cette activité-là. C'est pas facile. Vraiment, il n'y a pas assez de revenus dedans, mais quand même, on tient le coup pour pouvoir suivre. Faisant fi des commentaires et du regard de la société, Madeleine, mère de 3 enfants, est fière du métier de construction métallique qu'elle exerce. Elle est bien appréciée par ses collègues. Dans la vie, ce n'est pas que les hommes qui doivent faire seulement le métier des hommes. Nous aussi, on a le droit aussi de faire le métier des hommes. Donc, le métier me plaît, c'est pourquoi je suis dans ce métier. Nous sommes ici tous des garçons ici, il n'y a pas de femmes ici. Nous sommes tous des garçons. Aujourd'hui, je peux faire une grille, je peux faire une porte, un fourneau, moule, voilà le moule qui est là, les fourneaux. Dans la vie, c'est le courage. Il faut être courageuse. Il ne faut pas seulement suivre les hommes. Les hommes, ils vont te donner, ils ne disent pas non, mais ton travail d'abord, prends ton travail premier d'abord. Ils ne disent pas non, quand c'est le travail des garçons, les garçons ils sont sales. Non, moi, ce n'est pas mon problème. Dans l'ensemble, le fruit de leurs efforts est satisfaisant. Avec des bénéfices allant de 720 000 francs à 1 800 000 francs CFA par an, ces jeunes femmes démontrent une fois de plus que seul le travail bien fait paye. Le ministère du Tourisme et l'Office national du tourisme ont pris part à la 38e édition de la Foire de Madrid dénommée FITU. L'événement a enregistré plus de 800 exposants, 10 000 participants et 165 pays et régions. Patricia Oumou-Etia. FITOUR, c'est depuis 1980 la foire incontournable du tourisme mondial organisée tous les ans à Madrid. C'est désormais 165 pays et régions qui sont mis en avant. De 13 190 entreprises en 2007, le salon est passé à plus de 10 000 en 2018. Les exposants, eux, sont passés de 845 à 816. Un rendez-vous d'une taille plus que conséquente pour le tourisme mondial en 2017. Pour 2018, cette édition s'annonce avec une croissance de 8% par rapport à l'an dernier et 13% d'exposants internationaux en plus. Les pays africains sont bien représentés, environ une dizaine. La Côte d'Ivoire, avec son stand aux couleurs nationales, ne surprend plus. Quant à l'affluence, elle était près de 245 000 visiteurs en 2017, dont plus de 135 000 professionnels. Et elle devait être à la hausse pour cette édition 2018.
36 jeunes hommes maliens déployés dans le centre du pays ont été arrêtés cette semaine pour désertion et mis aux arrêts dans différents endroits de la capitale Bamako. Ces 36 jeunes hommes appartenaient à la force d'action rapide de la gendarmerie malienne en poste dans la localité de Ngomakura. L'un des jeunes hommes arrêtés a justifié la désertion par des promesses non tenues de la hiérarchie et le manque d'équipements et de médicaments pour aller combattre les djihadistes comme annoncé par le gouvernement malien. Cela fait 29 ans aujourd'hui que Roger Fulgence Kassi, RFK s'est éteint. L'on se rappelle encore de ses émissions Superstar Station, Nangele, Jamboree et surtout Podium. Roger Fulgence Kassi demeure un véritable repère pour la jeunesse ivoirienne qui s'intéresse à l'animation. Son dévouement pour la promotion de la musique ivoirienne a permis de faire connaître des grosses stars comme Alpha Blondy. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.